Bonjour tout le monde, ici Antoine Dumais, vice-président en communication de l'AQPF, et bienvenue à Registre Familier, le balado où l'AQPF délaisse son registre standard et vous convie chaque semaine à sa table pour discuter culture, langue française et enseignement avec des acteurs et des actrices qui s'impliquent dans le monde de l'éducation. Dans cet épisode, on poursuit le dernier épisode qu'on a fait avec Roxane Gagnon, professeure ordinaire, et là, ce n'est pas dans le sens qu'on a ici, on pourrait parler de professeure régulière au Québec, et on va parler de didactique de l'oral. Salut Roxane! Salut! Alors, pour ceux qui ont besoin de la présentation, je vais vous référer à l'épisode précédent où on avait commencé à aborder la didactique de l'oral au sens plus général, comment ça s'organise, qu'est-ce qu'on enseigne, des procédés qu'on peut utiliser pour le faire. Et là, j'en profitais, comme tu as présenté à la QPF au congrès, pour aller plus précisément vers un atelier qu'on peut faire avec les élèves du secondaire. Ça te va? C'est parfait pour moi. Mais avant toute chose, on va justement un peu recadrer les outils que tu as présentés. Donc, il y avait 3 ateliers qui s'échelonnaient pour nous du primaire au secondaire. Découlent des travaux d'un projet de recherche. Donc, je te laisserai peut-être un peu présenter le projet de recherche, dans quel contexte il s'est fait. Puis ensuite, on passera à l'outil à proprement parler. OK. Ben, c'est un projet qu'on appelle, c'est un projet de recherche design. Le terme est un terme anglais, tu sais, ça fait toujours plus sérieux. Et puis, l'idée, ben, c'est d'amener à valider, en fait, des séquences d'enseignement. Et puis, pour les valider, ben, c'est sûr qu'on va les proposer en formation continue à des groupes d'enseignants. Et puis, au cours de la formation, on va leur présenter la séquence au fur et à mesure, puis on va les amener à la mettre en place aussi au fur et à mesure. Donc, c'est une formation continue qui se déroule sur 3 demi-journées. Et puis, comme ça, ben, d'abord, on demande aux enseignants de faire le début de la séquence, d'aller recueillir les productions des élèves. Après ça, on les analyse en formation. On voit un petit peu avec eux comment ils peuvent penser à la suite des activités, les modules. Après ça, ils retournent en classe et puis ils reviennent en formation avec des productions finales. Puis là, on aborde la question de l'évaluation parce que souvent, c'est une question justement pour l'oral qui est assez problématique. Donc, c'est une recherche-formation, hein, c'est une recherche design parce que le prototype de séquence qu'on propose, ben, c'est sûr qu'au cours des échanges avec les enseignants, ben, on va le revoir, on va l'améliorer. Puis à la fin de la formation continue, une fois qu'on a analysé puis qu'on a pu aussi faire des retours plus complets sur certains aspects de la séquence avec les enseignants, bien, on est en mesure de valider quelque part une séquence d'enseignement à la toute fin là, qui concerne ben, soit le degré, le premier cycle du primaire, le deuxième cycle du primaire ou le troisième cycle du secondaire. Je ne sais pas si c'est clair, là, je t'ai garoché ça. Je ne sais pas, est-ce que ça fait du sens pour toi, Antoine? Oui, ben, tu sais, je verrais peut-être un peu comme de la recherche-développement où Oui, on exactement. part. Moi, c'est ça. Oui, puis design, parce que c'est sûr que tu es comme sur ce que tu mets à l'épreuve, c'est un peu le prototype de séquence hein, que tu mets à l'épreuve, que tu vois, tiens, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui joue pas, puis après, ben, tu es en mesure de proposer une deuxième version quelque part de ce prototype-là qui est meilleur. Là. C'est un Oui, peu puis qui a ce été que validé. oui, qui a été validé par les enseignants, puis comme ça aussi, ben, tes propositions, ils sont ancrées, puis sont plus réalistes aussi, puis tu sais aussi quand tu as pu revoir des choses qui étaient, par exemple, si une gestion du temps qui était inadéquate ou une activité qui est complètement impossible à réaliser. Nous, entre autres, on s'est aperçu que nos grilles d'évaluation étaient bien trop compliquées. Fait que c'est sûr qu'on a simplifié aussi beaucoup du matériel qu'on proposait pour l'évaluation. Oui, ben, tu sais, tu parlais de l'enjeu de l'évaluation. Il y a un épisode qui va sortir là. Écoute, mes gestions d'épisodes sont un peu floues, mais on se prépare un dossier sur l'évaluation et on a fait un épisode, ben, je l'ai enregistré dernièrement, avec Maxime Paquet qui travaille sur le portfolio pour l'oral. Fait qu'on est allé aborder là, justement là, des outils et toute la gestion de l'évaluation pour l'oral. Puis l'évaluation, de façon générale, est un enjeu, mais aussi l'évaluation de l'oral, je pense spécifiquement est quand même quelque chose là, à travailler. En tout cas, il y a beaucoup de questions. Mais oui, ce que tu me disais fait du sens. Là. Probablement que pour mon projet de doctorat, je vais faire de l'ingénierie didactique. Ah, bah oui, c'est bien. Non, non, nous, c'est vraiment, effectivement, c'est une recherche qui est ancrée dans le courant de l'ingénierie didactique. Tout à Oui, fait. fait que, tu sais, vraiment l'approche terrain, tu sais, vraiment axée là, théorie terrain, travailler avec les enseignants. J'ai essayé d'un peu de
de vulgariser pour les gens qui sont moins en recherche, là, mais non, ça faisait quand même beaucoup de Ouais. sens. Ben, c'est Donc, comme ça que tu sais que les enseignants, ils vont utiliser ton matériel. Parce que c'est vrai que souvent, tu sais, on ne va pas se raconter des histoires. Tu sais, les enseignants, ils ne lisent pas des textes de didacticiens là, comme, comme tous les soirs. Là. Tu sais, on est peu lus, hein, les recherches sont peu. Tu sais, il y a même des recherches sur le fait que les travaux des enseignants, des didacticiens sont peu considérés par les enseignants. Puis donc, ce type de recherche-là, ben, ça fait en sorte que ben, les travaux sont un peu plus mobilisés dans la pratique, tu sais, parce que c'est vrai que des fois, le travail de la recherche puis le travail de la pratique, c'est pas tellement concilié. Donc, c'est une recherche comme ça, en tout cas, ça vise ça. oui, puis ça permet aussi d'économiser des fois du temps. Qui veut dire que Oui. moi, comme enseignant, de passer de l'article scientifique, de le gérer, de le travailler, d'être capable de l'axer sur ma pratique en changeant une méthode ou une activité, c'est aussi le temps que ça prend. Alors que là, quand ce pont-là est déjà fait en disant, regardez, on a pris les principes théoriques didactiques qui fonctionnent, vous nous donnez la rétroaction de terrain pour nous assurer que l'activité, justement, n'est pas trop cherchée, c'est pas trop compliqué, ça se fait en Mhm. contexte de classe. Puis là, ben, on arrive avec un outil vraiment qui fonctionne et qui respecte en même temps les pratiques puis ce que la recherche nous dit de faire. Fait. Non, non, mais c'est tout à fait. Ouais, ouais, moi, je trouve. Puis en plus, ben, ce qui était pas pire aussi, c'est que nous, on a nous-mêmes proposé notre offre de formation dans le catalogue, donc des formations de la HEP. Puis bon, on a trouvé, parce que tu sais, il y a toujours le risque que personne s'inscrive à ta formation. Puis après ça, ben, tu peux pas faire valider ta séquence. Mais à chaque fois, on a réussi à avoir un bon nombre d'enseignants pour tous les cycles, là. Puis aussi, on a pris le temps quand même, bon, même si ce n'était pas non plus 4 semaines de formation, on prenait quand même 3 grosses séances avec eux. Puis le fait de les voir pendant presque 6 mois, puis d'être en communication avec eux, ben, c'est vrai aussi que tu as le temps d'avoir des vrais échanges, puis tu peux aussi vraiment discuter comme il faut sur certains aspects précis. Puis ça, ben, souvent en formation initiale, on n'a pas ce temps de qualité non plus. Fait que ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle moi j'aime beaucoup travailler en formation continue. Oui, parce que pour nous autres, c'est 4 ans, tu sais, c'est 4 ans de bac. Des Ouais. fois, pour dire, ben là, j'ai 45 heures pour te montrer la didactique de l'oral en entier, Ouais. on n'ira pas peaufiner, en tout cas, on n'a pas nécessairement peaufiner tous les détails. On va dire, là, je vais te donner les grandes orientations et continue ton travail en formation continue ou je vais te donner des ouvrages à regarder ou des activités à aller faire là, parce que j'ai pas le temps. Là. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, de ce projet-là découle l'atelier, donc la séquence dont tu vas nous parler, donc en même temps qui a été validée auprès d'enseignants. Mais avant, j'aimerais aller valider un point où les séquences que vous travaillez abordent principalement l'oral spontané. Oui, l'oral spontané. Oui, on a décidé de faire ça parce que on s'est aperçu, on n'est pas les seuls à s'être aperçus de ça, mais souvent, ce qui est enseigné en classe, c'est beaucoup de l'écrit oralisé. Mais ça, je pense, j'en avais parlé dans le premier épisode. Bon, par exemple, en Suisse romande, les pratiques vraiment courantes, c'est la récitation de poésie, l'exposé oral, puis même des fois le booktubing. Et puis tout ça, bien, il y a toujours un texte qui est dit. Des fois, c'est dit de manière hyper dynamique, mais il y a toujours un texte qui est derrière, qui est là. Puis c'est vrai qu'on va peu travailler la spontanéité. Puis tu sais, on sait que, surtout au secondaire, tu sais, bientôt, les élèves, ils vont se retrouver dans des situations où ils vont devoir prendre la parole de manière assez, dans un entretien d'embauche, par exemple, c'est quelque chose d'assez spontané. Puis il faut que dans le vif de l'action, tu sois en mesure de produire un oral qui soit ben, correct, hein, qui soit recevable. Et puis, c'est pour ça qu'on se disait, tiens, ça serait intéressant de travailler la production de récits, mais spontané, sans que l'élève ait un texte, puis quelque part, il récite son texte où il dise de façon dynamique. Voilà. Justement, C'était... quand on venait de parler, tu venais de définir l'oral spontané, donc parce qu'on est en contexte, puis on le voyait justement avec Maxime, on est allé voir dans les programmes, même pour le Québec, ce que les programmes disaient. Et l'exposé oral est un des outils, ou oui, une des façons de voir le travail en oral, mais on parle aussi beaucoup de cercle de lecture, Ouais. de travailler l'interaction, et ça nous amène aussi parfois à faire des ponts avec l'enseignement des langues secondes. Oui, tout à Eux, fait. leur premier critère, c'est interaction orale Exact. et pas production orale. Fait que ça pouvait aussi aller chercher
ces éléments-là en concomitance plutôt que justement l'exposé oral ou même si c'est pas un texte écrit, mais j'ai les notes puis je vais quand même suivre un Puis plan très, très détaillé ou le PowerPoint que j'ai derrière moi, là. Puis nous, ce qu'on voulait travailler aussi, et ça, bon, ça reste, ça, je te dirais, c'était le truc le plus un peu délicat. Parce que c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup d'impro. Hein. D'ailleurs, au Québec, l'impro, c'est un sport national. Et puis, c'est vrai que quand tu fais beaucoup d'impro, mais tu prends l'habitude de raconter une histoire spontanément, de façon assez structurée, hein, parce que tu développes ça en impro. Puis c'est pas tous les élèves qui ont la chance de faire de l'impro, mais moi, c'est pour ça que l'impro, je suis assez, je suis très partisane de faire de l'impro aux jeunes. Donc, au Québec, c'est quand même une chose assez mobilisée dans la classe de français. Mais ce qu'on voulait aussi, c'est d'amener l'élève à adopter aussi la posture du conteur qui arrive, qui fait connaissance avec la personne ou l'auditoire qui est devant lui et raconte son histoire. Puis il y avait toute la question de si je suis un conteur, ben, je vais parler en je. J'arrive, c'est moi le conteur qui compte. Et puis je parle, j'ai mon public que je considère devant moi. Puis là, après ça, ben, je vais me mettre à raconter l'histoire. Donc, il y a comme une insertion tout d'un coup d'un récit hein, dans un autre récit, si on peut dire. Puis on voulait aussi travailler sur ces questions-là. Alors, bon, ça a été, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait redévelopper davantage. Puis bon, on n'a pas fini d'ailleurs de travailler sur notre séquence. Mais il y avait ça aussi qu'on voulait mettre en évidence. On voulait amener quelque part l'élève à gérer aussi les temps du verbe, tu sais, mais de manière assez, il y a une contrainte quand même, et d'amener à le faire de façon assez spontanée avec soit des cartes. Hein, avec les petits, c'était un ensemble de cartes. L'élève, il pigeait des cartes, puis il allait raconter une histoire avec les cartes qu'il avait dans les mains. Pour le deuxième cycle du primaire, on les faisait raconter à partir de jeux. Tu sais, il y a plein de jeux pour raconter. Là, comment j'ai inventé un gnou, Dixit. Il y avait même le labyrinthe des histoires. Donc on utilisait différents supports pour les faire raconter. Puis au secondaire, on leur a fait transformer un tweet. On a pris les tweets de Fabien D'Église, qui ont été réunis par Fabien D'Église dans Le Devoir. Là, oui, qui étaient des courtes. Oui, Kim Thuy, Michel Tremblay. Il fallait qu'il fasse un récit en 140 caractères. Exact. Puis la consigne, c'était de transformer le tweet en récit oral à deux voix au secondaire. Voilà, c'est ça qui organise un peu notre séquence, c'est qu'ils doivent transformer justement un tweet en récit oral à deux voix. Bon, c'est sûr que pour la production finale, il y a quand même une planification qui est là. Hein. Ils vont avoir un guide, ils vont pouvoir s'aider un peu d'une structure pour raconter leur histoire. Mais on voulait vraiment, nous, le plus possible, les amener à produire de l'oral in vivo. OK. Donc, pour le projet, pour vous, je vais faire les concordances de niveau. Là. Donc, pour le troisième cycle, c'est à peu près des élèves 12-15 ans. Exact, c'est qui ça. fait, nous, premier cycle du secondaire, mettons jusqu'à la troisième secondaire à peu près là, dans ces eaux-là. Et quand tu parles de séquence, donc, est-ce qu'il y avait aussi une production initiale d'oral où on partait avec vraiment les cartes qui ont développé cet enseignement-là directement? Vraiment, c'est toujours toutes les trois séquences, en fait, parce que j'ai fait le même, on va dire, le même La même dispositif. structure. La même structure, on l'a répété au cycle du primaire avec des enfants de 5 à 8 ans. On l'a fait au deuxième cycle avec des enfants de 8 à 12, puis on l'a fait au troisième cycle avec des enfants de 12 à 15. Je pense que je suis correcte. Et puis, on a la même structure. Et puis, donc, ça commence toujours par une production initiale où ils s'essayent. Hein. Ils vont essayer de produire une histoire avec des cartes, de produire une histoire avec des jeux, de produire une histoire à partir d'un tweet qu'on aura lu avant. Et puis, après ça, on regarde, tiens, qu'est-ce qu'ils savent faire? Et puis, ils vont faire différents modules pour qu'à la fin, ils reprennent un autre tweet, par exemple, et reproduisent de façon spontanée. Mais cette fois-ci, comme il y aura eu le travail avant, ils savent un peu plus ce qui est attendu d'eux et la production finale, même si elle est encore spontanée, est supposément meilleure. Et ils auront gardé quand même des apprentissages de ce qu'ils ont réalisé dans la séquence. Oui, parce qu'on va aller observer les éléments qu'on va avoir à partir de la production initiale. En même temps, on a un contexte similaire. À partir de ça, on cible des éléments d'oral à aller travailler. Puis on considère qu'à la fin, ces éléments-là devraient apparaître
dans la production finale. En tout cas, ça a été développé au travers de ça, puis c'est ça qu'on regarde rendu à la production finale. C'est ça. Par exemple, tu sais, dans les productions initiales des élèves du secondaire, alors on a dit ils vont faire à deux, parce que c'est drôle, parce que pour les autres séquences, l'enfant faisait tout seul, puis il n'y avait pas de problème, mais tu sais, au secondaire, les questions d'ego, tout ça, c'est toujours un peu plus délicat, puis leur faire produire quelque chose de spontané toute seule, les formateurs, on se disait, ouais, c'est peut-être un peu trop délicat de demander ça à des élèves. Donc, on a dit, OK, on va demander qu'ils fassent une production à deux. Puis donc, dans les premières productions, ben, la gestion des deux voix n'est pas du tout réussie. Là. Tu sais, ils sont pas vraiment coordonnés. Puis ça, c'est quelque chose qui va être travaillé. Puis justement, comment on peut articuler nos deux voix. Il y en a un qui peut faire le narrateur, l'autre fait les personnages. Tu sais, il faut trouver une manière aussi de penser l'articulation des deux. Puis aussi, un truc qu'on avait beaucoup dans les productions initiales, c'est qu'on avait beaucoup de sketchs. Il faisait comme justement une scène d'impro. Puis il faisait le tweet, puis un peu la scène du tweet. Puis après, ben, c'est d'instaurer le fait qu'on n'est pas dans du théâtre, mais on est dans un récit. Donc là, il y a un narrateur. Et c'est ce qui change. Puis donc, c'est de dire, tiens, comment on produit justement un récit où il y a un narrateur qui est là. Oui, fait que le genre textuel était aussi un élément à travailler, de dire non, là, on n'est pas, Non? c'est ça, on fait pas une pièce, c'est vraiment un récit raconté, un peu comme on aurait sensiblement des structures qu'on pourrait aussi retrouver à l'écrit, là. Donc, il y a un narrateur au jet qui va parler, là, ça se peut que je fasse intervenir d'autres personnes, on repasse à la troisième personne, donc là, comment on gère les voix. Non, c'est le fun. Oui, non, il y avait plein de trucs à travailler. Puis c'est vrai qu'aussi la question tu sais, de la cohésion des temps verbaux, nous, on voulait travailler là-dessus. Puis c'est vrai que les gens disaient, ah, ben oui, on ne travaille pas ça à l'oral. Voyons donc, tu ne travailles pas ça à l'oral. Puis en même temps, ben, c'est sûr, si tu commences à raconter ton histoire, je sais pas, moi, au passé simple, ben, c'est toujours un peu bizarre à l'oral. Mais donc, c'est vrai quand même qu'il faut, il faut essayer d'être. C'est vrai qu'à l'oral, on va peut-être moins des fois porter attention, puis à l'écrit, on va tout de suite voir le problème. Mais il faut quand même être cohérent, être cohésif dans notre discours, tu sais. Mais donc, on a essayé d'aborder justement ces aspects-là dans nos séquences. Ben, il y a ça, mais en même temps, j'ai l'impression que s'ils prenaient une structure d'un narrateur puis des personnages, tu sais, l'autre personne qui fait les dialogues, ben, c'est la personne qui se met à faire les dialogues qui se met à parler au passé, que ça soit de l'imparfait ou du passé composé, sans rentrer dans le passé simple. D'après moi, même là, à l'oreille, on pourrait dire, il me semble qu'il y a quelque chose. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, la base. Oui, oui, il y a des choses qui Hum. peuvent vraiment surprendre, choquer. Mais des fois, il y avait des petits trucs où, tu sais, par exemple, les élèves, ils ont toujours tendance à parler au passé simple. Parce que, tu sais, quand on raconte, ils ont tellement lu des trucs au Mhm. passé simple que la tendance, ça va être d'essayer de raconter au passé simple. Puis, ben, ils vont massacrer parce que la morphologie du passé simple n'est pas acquise. En tout cas, des fois, au secondaire, au premier cycle secondaire, on peut s'imaginer que c'est acquis, mais c'est quand même, ça reste assez massacré, hein, le, les temps verbaux qui se font, le massacre des temps verbaux. Donc, c'est pour ça que nous, on essaie de leur dire, il faut amener les élèves à raconter au présent, à commencer au présent leur histoire. Tu sais. Je vais vous raconter l'histoire, ben, là, Jacques, il arrive ou il est arrivé, Bon, si tu commences, après ça, si tu embarques ton histoire au passé composé, ben reste au passé composé. Après, tu mets tes éléments de décor à l'imparfait. Puis c'est vrai qu'effectivement, il y a tout ça qui est à prendre en considération. Puis l'insertion des dialogues aussi se fait. Puis après, il faut revenir au récit aussi. Fait que toutes ces transitions-là, comment tu les fais? Donc, il y avait de quoi, il y avait de quoi enseigner. Oui, puis à faire une belle aussi, tu sais, la fin du dernier épisode, on parlait de l'articulation entre les compétences, mais ça peut être intéressant de dire, regarde, on va le voir en même temps à l'écrit, puis on va le voir en même temps à l'oral de comment on articule tout ça. Mais c'est sûr que du passé simple, surtout si la personne parle au jeu, Oui, 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 oui. et c'est un beau défi. C'est un beau défi à À 5 ans, faire. ouais, ouais. Mais même à 5 ans, ceux qui racontaient avec leurs cartes, là, les productions initiales, tout de suite, ils embarquaient au passé simple. Puis c'était drôle parce que là, c'était vraiment le massacre du passé simple. Mais il y a comme quoi les contes, c'est drôle parce qu'il n'y a plus cette, tu sais, on dit toujours ah, le conte, la tradition orale du conte. C'est pas vrai. Tu sais. Souvent, le conte, tu le fréquentes à l'écrit.
Donc, c'était aussi l'idée de peut-être se réapproprier aussi le comptage qui est plus, lui, pour l'oral. Oui, alors que probablement plus jeune, on a peut-être plus la tradition de se faire lire, tu sais, C'est ce qui ont été quand même structurés, et puis juste, je vais vous raconter une histoire, mais je vais te lire l'album, je vais te lire le document, et là, oui, c'est au passé simple, là, fait qu'après ça, en même temps, ça doit être intéressant de voir comment ils surgénéralisent, tu sais, comment ils construisent leur vision du passé simple à partir de ce Oui. qu'ils ont, tu sais, de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils entendent, sans qu'il y ait eu un enseignement formel de ce temps-là. Ça doit être. Ah, alors, si ça t'intéresse, moi, j'ai des beaux corpus là-dessus. Je ne suis pas en conjugaison ces temps-ci, mais c'est quelque chose qui devrait quand même être intéressant. Donc, ce qui fait que finalement, la séquence, on prenait des éléments pour aider les élèves. Même si c'est spontané, on va chercher quand même une certaine structure. Mhm. Après, on fait des ateliers, des activités en ciblant qu'est-ce qu'on peut travailler à partir de ça. Je pense qu'il Exact. devait quand même être intéressant d'avoir aussi plusieurs regards pour aller cibler les productions et pas juste l'enseigner avec ses élèves, mais dire non, on va être quelques-uns à regarder ce qui ressort des productions. On fait une série d'ateliers et à partir de ces ateliers, on refaisait la production. Et tout ça, ça vous a pris sans l'idée des allers-retours là, pour la conception, mais les enseignants qui faisaient ça prenaient à peu près combien de temps pour travailler, mettons, de la production initiale à la production finale qui devait être évaluée? Là, ça, combien de temps en classe? Ben, tout ça, nous, on a mis ça sur l'équivalent de 3 mois, mais eux, ils n'ont pas mis 3 mois, mais c'est vrai que la formation continue s'étalait sur un empan de 3 mois. Donc, eux, ils avaient ce 3 mois-là pour mener à bien la séquence. Et puis, ça varie vraiment selon les enseignants. Tu sais, il y en a qui vont vraiment tout faire, même faire plus. Il y en a d'autres qui vont faire le strict minimum. Des fois, c'est production initiale, production finale, puis il n'y a presque rien entre les deux. Parce qu'on ne peut pas non plus des fois, en formation continue, tu as toujours des gens, il faut dire la vérité, hein, c'est un balado, c'est registre familier, donc je vais dire la vérité. Tu as des enseignants qui vont faire plus que le client demande, tu as ceux qui vont faire vraiment ce que tu leur dis, puis tu as ceux qui vont faire à la dernière minute parce qu'il faut faire, parce que le lendemain matin, il faut revenir avec quelque chose. Sans ça, la formatrice, elle va me disputer. Donc, mais de façon générale, on a, je te dirais, les gens ont mis 4 ou 5 leçons de 45 minutes pour faire cette séquence. On n'avait pas prévu une séquence trop longue parce qu'on s'est aperçu, par exemple, pour le premier cycle, là, on avait prévu une séquence hyper longue. Et puis là, ben, on a eu beaucoup aussi de commentaires comme quoi c'était trop long. C'est vrai que la tendance, je te dirais, là, dans les recherches où on propose du matériel, c'est de proposer des séquences plus courtes. Parce que quand les séquences sont trop longues, il y a comme pas un épuisement, mais comment on peut dire un écœurement, si j'arrive, pardon, c'est registre familier, comment on pourrait dire Une certaine fatigue une certaine fatigue se une fait certaine sentir. fatigue. Oui, pardon, j'ai utilisé un mot du Oh, registre familier. oui, il n'y a pas de problème, mais oui, des fois, quand la structure est trop lourde, de dire on va maintenir ça, puis peut-être, est-ce que ça se peut que l'objectif final finit par être oublié? Tu sais, quand tu dis, ben là, on va étaler, puis, mais notre intention finit par être comme 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, alors que Oui. des fois, dire non, non, tu suggères combien d'ateliers qu'on pourrait faire? 2, 3, tu sais, entre nos deux productions, y a-t-il quelque chose tu sais, de dire on en fait suffisamment, mais qu'on n'est pas non plus dans Ben, trop? nous, on se disait, on avait mis en évidence, par exemple, tu sais, la première production, ça prend quand même du temps. Après, travailler sur la structure. Donc, on était beaucoup sur, tiens, tu regardes un peu dans le tweet, tu essaies d'analyser un peu ce qui pourrait être le nœud de l'intrigue ou le dénouement. Tu sais, on essaie de faire reconnaître en gros les grands éléments de structure là, pour les travailler après ça. Puis, on se disait aussi que ce qui était important de travailler, c'était des éléments en lien avec ben, l'oralité, par exemple, la présence. Tu sais, c'est vrai qu'on se disait amorcer son récit, tu sais, être devant les gens, les regarder, être présent, prendre le temps de commencer, juste amorcer. On travaillait ça avec les enseignants, puis eux, ils l'ont travaillé avec les élèves. On a mis l'accent aussi sur le débit. Puis, un truc qu'on trouvait hyper important, c'était la question de l'évaluation puis d'intégrer l'évaluation comme un module, c'est-à-dire de travailler sur l'évaluation avec les pairs. On les faisait travailler en équipe, les élèves, en équipe de deux.
ils s'auto, tu sais, en équipe de deux, ils s'écoutaient, ils se faisaient des commentaires, puis de travailler aussi sur peut-être le guide qui va servir à appuyer la production finale. Donc ça fait quand même 6 leçons, si en plus il y a la production finale, là. Donc, c'est un peu OK. ça qu'on mettait en évidence, là. OK. Mais en même temps, aborder la structure, si on est dans le schéma narratif, ben, si on Ouais. l'a abordé à l'oral, après ça, j'ai pas nécessairement de tout le Non, réenseigner. Tu sais, je ne le non, réenseigne pas en entier à l'écrit, on va juste revenir. ouais. J'aime bien aussi le module sur l'évaluation, parce que d'ailleurs, on pourrait même conclure, ça finissait avec une production finale, donc évaluée. Et tu as dit que justement, l'évaluation est un élément qui avait été à retravailler. Est-ce qu'il y avait juste l'évaluation de l'enseignant? Comment on a abordé l'évaluation par les pairs? Ou même, Ouais. est-ce qu'il y a eu de l'auto-évaluation? Comment ce module-là s'est travaillé? Ben, on a travaillé justement l'évaluation par les pairs parce que les élèves, justement, ils allaient répéter et puis ils allaient donc s'enregistrer. Et puis une équipe de deux allait écouter une autre équipe qui allait se faire des commentaires sur leur production avant de faire la production finale. Puis les productions finales, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont fait enregistrer en dehors de la classe. Bon, ça a été un grand sujet de débat, ça. Est-ce qu'on enregistre en classe ou est-ce qu'on les laisse se filmer en dehors de la classe? Puis c'est vrai qu'il y avait des élèves qui étaient très, 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 très timides. Puis le fait des fois de faire enregistrer en dehors de la classe, ça permet que ces élèves-là, ils arrivent à faire quelque chose. Bon, après ça, on se dit, ben, à un moment donné, ce serait peut-être bien qu'ils arrivent à le faire en classe aussi, cet élève-là, mais je pense que ce qui est important, c'est de se dire, il faut le travailler, peut-être, il faut travailler ces situations d'oral-là, le récit spontané, puis d'autres aussi, de façon régulière. D'ailleurs, il faut en faire souvent. Il faut en faire souvent, puis comme ça aussi, plus on s'habitue aussi à évaluer, à amener les élèves à porter un jugement évaluatif sur leur production, à repérer des choses, plus on se donne des critères qui vont être objectifs aussi. Puis nous-mêmes, comme enseignants, plus on s'habitue à évaluer, plus on va devenir aussi apte à avoir des critères aussi objectifs. Parce que c'est vrai que comme on évalue très peu l'oral, on a toujours de la peine à sortir d'une certaine subjectivité. Mais si on le fait comme on le fait souvent à l'écrit, ben, on va s'habituer aussi. Fait que je pense que c'est peut-être pas la longueur de la séquence, mais c'est peut-être la récurrence de ces séquences sur l'oral. Puis, comme tu dis, effectivement, le fait de faire des liens toujours avec l'écrit aussi, pour pas tout avoir à réenseigner à nouveau, mais tu sais, de faire des liens, on a vu ça, vous vous souvenez, on a vu ça, puis donc, mais la question de mettre des points, parce que nous, on mettait l'accent sur une grille certificative, parce que les enseignants au secondaire, dans le canton de Vaud, il faut qu'ils mettent des points. Ils ont 3 évaluations dans l'année où ils doivent mettre des points aux élèves dans des travaux significatifs. Puis donc, il faut qu'on essaie aussi de les outiller à mettre des points. Puis avec une grille, on met des points. Puis à quoi on accorde le plus de points. Puis cet élève-là, on comparait. Puis on essayait de donner des outils pour que ça soit aussi clair pour l'élève pourquoi on lui attribue aussi tel ou tel point. C'est toujours aussi de travailler avec les élèves à concevoir ensemble aussi l'outil d'évaluation pour l'amener aussi à savoir qu'est-ce qu'il doit travailler. C'est un peu un Ben, travail. Donc, l'évaluation par les pairs, elle est fondamentale, tu sais, parce que l'auto-évaluation ou l'évaluation par les pairs, c'est fondamental, je trouve, surtout dans les séquences d'oral. quand tu abordais l'idée de nervosité avec les élèves, je pense que ça me faisait aussi un lien, un avec son enseignement, mais aussi des fois, tu sais, quand tu parlais que pour l'évaluation, on va travailler à ce que l'élève sache c'est quoi les critères, c'est sur quoi il peut travailler. On a eu une conférence de Christian Dumas au 2e cycle à la maîtrise parce qu'on commence à faire de la communication scientifique, présenter ses résultats de recherche de mémoire, si on continue au doctorat de thèse. Et il abordait l'idée il faisait le pont avec le stress et l'oral par les travaux de Sonia Lupien, OK. qui est une chercheuse au Québec. Donc, son ouvrage, c'est Par amour du stress, qui développe le stress par, c'est ciné, je ne me souviens plus exactement des 4, mais il y a l'idée de contrôle, de nouveauté, et que quand on est en situation d'oral, si on ne l'a pas nécessairement travaillé, Ouais. on ne sait pas justement les critères sur lesquels on va être évalué précisément, ben tous ces éléments-là qui créent notre stress sont au maximum. Je n'ai pas l'impression d'avoir de contrôle sur ma production parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai travaillé. C'est Ouais. toujours de la nouveauté Mhm. parce que ce n'est pas récurrent. Tu sais, quand on disait ben, peut-être des moins longues séquences, mais
Ouais. Faire Une souvent. plus Oui, grande oui, parce que fréquence. tu développes des trucs aussi. Tu sais, tu développes des habitudes, puis tu as déjà vécu la situation. Donc, quand ça réarrive, tu es, moins pris au dépourvu. Tu sais. C'est vrai que moi, j'ai fait du théâtre longtemps, puis le trac, tu sais, moi, j'avais un espèce de truc, tu vois, on voit pas parce que c'est un balado, mais j'avais vraiment les lèvres qui collaient sur les dents. Puis vraiment, là, ça restait coincé, là, tu rases comme ça, à être incapable de parler. Puis, tu sais, des fois, tu as des costumes où tu es vraiment dans un corset, puis tu n'arrives plus à respirer parce que tu es tellement nerveux. Et c'est vrai que j'ai appris à essayer de respirer, surtout. Puis, un des premiers trucs qu'on peut, la première arme, il me semble, contre le stress, c'est respirer. Tu apprends aux élèves à, OK, on va respirer, on va peut-être aussi parler debout, tu sais, puis dans un entretien d'embauche, ben, tu peux regarder les sourcils de ton intervieweur, comme ça, tu ne regardes pas ses yeux, puis tu regardes le mur, pas comme ça, on a l'impression que tu regardes les élèves, mais en fait, tu regardes le mur, tu sais. Puis bon, Lisanne aussi, dans son livre, je pense qu'il y a ses livres aussi où a collaboré Christian, il parle du regard, balayer le regard en W, tu sais, bon, tu vas dire ça aux élèves, au début, ils vont faire un truc hyper artificiel, mais s'ils ont exercé ce truc-là, ben, à un moment donné, ils vont développer leur propre manière de faire le regard W. Là, ça sera peut-être autre chose, mais c'est vrai que souvent, le problème, c'est qu'on ne l'enseigne pas assez fréquemment, et, l'oral. Ah oui, puis Donc, c'est ça, si on veut finir, oui, je me souviens du balayage là, pour dire que je regarde tout mon auditoire, mais en même temps, je ne regarde pas individuellement chaque personne une à une dans les yeux, là, mais c'est oui. Tu sais, vraiment faire comme OK, puis là, on a le mouvement de tête quasiment, mais plus je les le habits, pratique, tu sais, ça va se calmer, mais moi aussi, au ouais. secondaire, j'ai beaucoup fait d'art dramatique. Je ne suis pas un très bon acteur, mais ça m'a permis après ça en enseignement d'être beaucoup moins nerveux d'être devant une salle. C'est Oui, juste ça. puis tu te caches aussi, ben tu te caches, c'est-à-dire tu t'apprends à être toi-même, mais en étant aussi une version publique de toi-même. Tu sais. Oui. Tu sais, des fois, c'est vrai que moi, je sais que quand j'ai commencé à enseigner, l'autorité, j'étais pourrie, là, j'étais la personne la moins autoritaire du monde. Puis je me suis comme créé un personnage, Roxane Autorité. Puis c'était mon personnage qui arrivait dans la classe, tu sais, où, sans ça, j'avais une espèce de transparence qui faisait que tous les élèves savaient que j'étais déstabilisée. Fait que, tu sais, du coup, ils en profitaient, elle aussi. Donc, je me suis essayé c'est par des techniques théâtrales aussi que j'ai un peu renforcé. Moi, j'ai eu besoin aussi, vu que j'étais assez timide, moi, j'ai eu besoin du théâtre pour un peu, des fois, me cacher derrière quelques personnages. Ouais, L'humour. ben, Tu sais, mais oui. tout ça, c'est vrai que moi, j'ai pu développer ça parce que j'ai fait beaucoup de cours de théâtre, beaucoup d'impro. Ben, j'en faisais souvent, puis régulièrement. Donc, c'est pour ça que moi, j'invite, en tout cas, les enseignants qui nous écoutent à faire de l'oral. Pas obligé de faire des trucs super longs, mais à en faire de façon régulière, je pense. Oui, puis de différentes façons. Oui, Parfois, oraliser de l'écrit si on veut travailler certains éléments, parfois du spontané parce que c'est ça qu'on va aller travailler. Fait une variété pour arriver à pour travailler toucher, tous nos ouais, pour outils. toucher le maximum de capacités, de compétences liées à l'oral. Tout à fait. Ouais. Ben, je pense que ça conclut bien. Oui. J'ai une dernière question pour toi parce que au début du premier épisode, je t'ai demandé un élément culturel qui t'avait marqué. Oui. Et à la fin des épisodes, donc ici, ça va être à la fin du deuxième, je demande aussi à mes invités une proposition d'objet culturel pour l'enseignement. Donc, quelque chose que tu proposes, puis peu importe le niveau, OK, OK. mais un objet culturel que tu proposes pour l'enseignement. OK. Ben, il y en aurait plein, mais par exemple, il y a une Québécoise, j'oublie son nom, mais elle a fait des petites cartes en lien avec les rectifications de l'orthographe, sur les mythes de l'orthographe. Puis là, elle est censée nous les envoyer, mais elle n'a pas fini encore de les éditer. Donc ça, nous, on a bien hâte, en tout cas, de les avoir puis de les utiliser. Moi, j'aime bien effectivement les jeux. C'est vrai que je suis une joueuse, donc tout ce qui peut être jeu pour faire parler, de façon générale, ça marche assez bien dans la classe. C'est sûr qu'on ne peut pas faire que des jeux, là, mais ça peut être assez intéressant, jouer, les faire jouer. Ben, je vais Puis, faire du pouce avec ça parce ouais. qu'au pré-congrès, on a eu une formation de quelqu'un qui, pour l'enseignement, travaillait Donjon Dragon. Ah, OK, cool. Oui, oui, moi, j'ai fait quand j'étais en stage,
le premier enseignant que je suis allée voir en stage, il faisait ça aussi. Fait que, par le jeu, on pouvait amener une panoplie de choses. Puis j'ai une amie qui travaille sur le jeu vidéo. Fait que, là aussi, par le jeu. Oui, non, le jeu, c'est la base de tout. Tu sais, le jeu de faire, tu sais, le jeu de faire semblant. Tu sais, par exemple, si tu travailles le débat avec tes élèves, tu sais, les élèves du secondaire, si tu les fais débattre entre eux autres, tu sais, bon, c'est Joe qui va parler avec Nancy, puis on va bien avoir de la misère à pas distinguer ben, le Joe de la classe puis le Joe de la salle de la cour de récréation. Tu sais, c'est-à-dire que ça peut nous amener des situations assez confrontantes. Mais si tu leur dis, OK, tu dis à Joe, vous allez débattre, mais vous allez jouer, toi, tu vas jouer le rôle d'un avocat, et puis Nancy, elle va faire le rôle d'une, je sais pas moi, d'une diététicienne ou d'une statisticienne ou d'un parent d'élève. Mais tout de suite, ça amène les élèves à se mettre dans une posture oratoire qui ne sera pas la même que s'ils parlaient en eux-mêmes. Puis ça amène une décentration aussi parce que tu te dis, tiens, comment elle parle, la diététicienne? Comment il parle, l'avocat? Qu'est-ce qu'il utilise comme argument, cet avocat-là? Donc, c'est vrai que le jeu aussi, il est fondamental, je pense, dans l'enseignement du français parce qu'il permet justement de pousser les élèves le plus loin possible. Tu sais, moi, l'impro là, ou le théâtre, ça m'a permis d'enfirouaper bien des personnes. Tu sais, faut repenser La Fontaine, le corbeau et le renard. Tu sais, le corbeau, il lâche son fromage. C'est le renard qui avait raison. Ben, puis, je pense que ça permet aussi des fois quand on oblige, mettons, les élèves à... Parce que quand on fait un débat, il y a toujours pour et contre. Ouais. Puis des fois, quand c'est pas notre position, c'est vrai que de dire non, là, tu vas... On avait fait ça en sciences, mettons, on devait décider si on rajoutait une autoroute. Là, tu fais non, mais t'as beau trouver que d'un point de vue environnemental, c'est questionnable, mais toi, tu joues le rôle du promoteur qui a besoin de ça pour telle raison. Fait que c'est pas toi qui va donner, tu dois vivre selon son point de vue. Toi, tu fais le scientifique qui se rend compte que telle espèce est menacée. Fait que peu importe ta position à toi, c'est pas ça qu'on veut. Et c'est ce qui conclut cet épisode de Registre familier, le balado de la QPF avec Roxane Gagnon, professeure ordinaire à la Haute École pédagogique de Vaud. Merci de votre écoute et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de visiter notre site web aqpf.qc.ca, de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et d'aller écouter les autres épisodes de notre balado. Salut!